Je suis journaliste indépendante et votre soutien me permet de continuer à vous offrir un contenu original et de qualité. Merci d'adhérer à mon média Planète Vagabonde pour le montant de 9 francs, soit de 2 cafés par mois en Suisse ou de 5 cafés par mois en France. Votre joie est ma destination. Xavier Poussard, bonjour. Bonjour Isabelle, merci de l'invitation. Eh ben, c'est moi qui suis très touchée, très honorée de vous accueillir sur ma chaîne Planète Vagabonde. À l'occasion de cette belle fête de Pâques, c'est vraiment une interview très attendue en ce lundi de Pâques. Tout un symbole, cher Xavier, puisque Pâques nous rappelle que la justice, même retardée, peut renaître. Et chercher la vérité comme vous le faites, c'est croire en cette résurrection du réel, en la puissance d'une lumière qui, malgré l'opacité du pouvoir, finit par percer l'obscurité. Donc, c'est pour moi hautement symbolique que de vous interviewer aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et d'avoir répondu présent à ma demande. Je vais Merci. vous demander, cher Xavier, ainsi qu'à nos auditeurs, de bien vouloir patienter quelques minutes, le temps de planter le décor et de poser le cadre de cette interview, si vous le voulez bien. Alors, en tant que journaliste au service de la beauté, de la liberté et de la vérité, je m'intéresse à tout ce qui tend à dénoncer les mensonges. Et puis, j'ai beaucoup de respect pour des personnes comme vous, Xavier, qui mènent des enquêtes de longue haleine, complexes, risquées, pour mettre au jour ce qui pourrait bien être, dans le cadre de votre livre enquête Devenir Brigitte, un mensonge d'État d'une ingéniosité, il faut le dire, machiavélique. Alors, votre travail pourrait, même s'il est avéré, bouleverser la perception que les Français ont de leur président et du pouvoir en général qui les dirige. Alors, cette interview porte sur votre livre Devenir Brigitte, qui s'impose déjà parmi les meilleures ventes sur Amazon. Mais avant de vous donner la parole, si vous le permettez, j'aimerais encore préciser que ni vous, ni moi ne sommes transphobes, ni antisémites, ni discriminants, ni d'aucun parti politique. Nous faisons simplement notre boulot de journaliste. Personnellement, je crois que mon parcours de vie dans l'humanitaire et le reportage altruiste prouve largement que je respecte les humains dans leur diversité, leur beauté et qu'ils sont même la source d'inspiration de toute mon existence. Je suis également apolitique et complètement indépendante. Et si je souhaite vous tendre le micro aujourd'hui, c'est évidemment par soif d'authenticité, de lumière et pour soutenir un journalisme et un journaliste courageux, vous, car vous prenez tous les risques pour proposer votre hypothèse. Vous n'affirmez rien, mais vous nous invitez à nous questionner en toute déontologie sur une problématique qui concerne chaque Français et au-delà. Et c'est bien le rôle de tout journaliste qui se respecte de soulever les bonnes questions pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire ou qui n'ont pas les moyens de le faire. Alors, je rends hommage évidemment en passant à d'autres journalistes, enquêteurs, chercheurs courageux autour de ce dossier comme Natacha Ray, bien sûr, qui a inspiré votre travail, en passant par Précibus, Géopolitique profonde et Idriss Aberkan ou Jean-Dominique Michel ici en Suisse. Donc, un grand merci à tous d'avoir fait ce pas de vous accompagner dans ce travail remarquable. À présent, je vais résumer le plus simplement possible, et c'est déjà un sacré défi, après avoir lu votre livre, bien sûr, je vais résumer la thèse centrale de votre ouvrage. Alors, on s'accroche parce que c'est pas simple de la résumer. Vous avancez, et vous me corrigerez évidemment, on est là pour ça. Vous avancez que Brigitte Macron, née Trogneux, serait en réalité un homme, Jean-Michel Trogneux, frère d'une Brigitte Trogneux. Il aurait, avec la complicité de sa famille, usurpé l'identité de cette sœur, changé de sexe au moins depuis septembre 1986
et vécu depuis sous cette fausse identité jusqu'à devenir l'épouse d'Emmanuel Macron. On apprend aussi dans votre livre que, contrairement à l'idylle romantique à laquelle les médias people veulent nous faire croire, Brigitte Macron aurait débuté sa relation amoureuse avec le jeune Emmanuel alors qu'il n'avait que 14 ans. En France, pour rappel, une maîtresse d'école, ou tout autre adulte d'ailleurs, ayant des relations sexuelles avec un élève mineur s'expose à des poursuites pénales graves, notamment en raison de la position d'autorité de l'enseignante. Et selon l'article 227 du Code pénal, si le mineur a entre 15 et 18 ans, l'acte est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende si l'adulte est en position d'autorité. Votre enquête évoque aussi un pacte familial du silence et une dissimulation d'État impliquant médias, justice et services secrets. Bref, on aurait menti aux Français et au monde depuis le début de la première campagne d'Emmanuel Macron. Plus grave peut-être, Candace Owen, la célèbre journaliste américaine qui vous a interviewé dans ses émissions, laisse entendre que des agents de l'ombre auraient cherché à infiltrer les sommets du pouvoir français et que le président serait télécommandé, notamment par sa femme, alias Jean-Michel Trogneux, pour le compte de la CIA. La France, à travers cette histoire, pourrait donc être hackée par des maîtres chanteurs, ce qui expliquerait pourquoi, depuis son élection, Macron vend les fleurons de l'économie française et ses savoir-faire aux Américains. Vos informations sont stupéfiantes, voire terrifiantes, sur la corruption et les pratiques sexuelles aussi, perverses et déviantes, voire illégales, au plus haut niveau de la gouvernance française. Voilà pour le résumé. Merci de m'avoir patiemment écouté. Cher Xavier, qu'est-ce qui vous a conduit à enquêter sur Brigitte Macron et quelles sont ces zones d'ombre que vous soulevez précisément dans votre livre? Alors, merci pour cette introduction. Beaucoup de points ont été abordés, mais la question qui en ressort, c'est quel est euh, le facteur déclenchant, je dirais, de cette enquête. Alors, il y a plusieurs niveaux. D'abord, je suis donc journaliste spécialisé dans ce qu'on appelle les portraits de presse et je fais des portraits qu'on appelle non autorisés. Ça ne veut pas dire qu'on est là pour diffamer les gens, c'est simplement que ce ne sont pas des portraits de complaisance. C'est-à-dire que beaucoup de portraits de presse sont en fait des portraits réalisés avec l'accord de la personne, du sujet du portrait pour le glorifier. Nous faisons tout simplement portrait non autorisé euh, et qui essaye en fait d'être le plus juste et de cerner l'individu. Donc, ce qui implique de beaucoup se documenter en amont et ensuite avoir du off qui aussi oriente la recherche et ensuite essayer de saisir euh, ce qui meut le sujet du portrait, ce qui l'anime, c'est-à-dire essayer de capturer son âme. En ça, on pourrait presque qualifier ce travail d'un travail de chasseur d'âme. Donc en fait, il y a vraiment pas de volonté. Et De puis, nuire. donc Pas c'est un travail d'intention. qu'on appelle aussi qui a un nom, ça s'appelle la prosopographie, qui consiste en vérité par des séries de biographies, à voir des choses qui se dégagent pour effectivement analyser euh, les élites d'une société à un instant T. C'est une démarche qu'on pourrait presque qualifier de balsacienne. Donc en fait, euh, c'est ça mon cœur de métier. Pour bien expliquer, je suis formé par un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans sa catégorie, qui était un très grand journaliste qui s'appelait Emmanuel Aratier et qui était journaliste et archiviste, un énorme travailleur, et d'avoir été formé par lui, c'est vraiment la légion étrangère du journalisme. C'est-à-dire on peut pas tricher, on peut pas faire semblant de travailler. C'était un énorme bosseur. Il en est mort d'ailleurs, sans doute. Et quand je commence à travailler avec lui, c'est en fait Macron est déjà identifié. Il faut bien comprendre que
quand on est journaliste, enfin, si vous voulez, quand vous êtes journaliste, vous identifiez les gens en amont. C'est-à-dire que le public découvre Emmanuel Macron, grosso modo, sur la période 2015-2016. Premier portrait que fait Emmanuel Ratier de Macron, il le fait en novembre 2012. Donc il a été identifié en amont par la caste, et puis il est identifié à cette époque, et tout de suite, il y a un problème sur son épouse. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des premières recherches parce qu'on est intrigué par cette histoire. Donc à l'époque, on nous explique qu'il l'a connue quand il était au lycée, quand il avait 17 ans, elle 36, et que 20 ans les séparent. Hein, on découvrira plus tard que ce sont des éléments de langage. Hein, quand Ratier décède, cette information n'est pas encore sortie. Donc on découvrira ensuite que c'était en fait des éléments de langage. Et on est intrigué. Et en septembre, il me semble, en septembre 2014, il y a un premier shooting qui sort dans Closer. Euh, et je me rappelle, on est au bureau tous les deux et on regarde ça, on dit, mais c'est quoi ce truc? On se dit, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, en juin 2015, il va y avoir des premières photos officielles qui vont sortir à l'occasion d'ailleurs d'une réception officielle à l'Élysée. Alors, je ne sais plus quel monarque européen, il me semble que c'était l'Espagne. On est en juin 2015 et là, il y a les premières photos d'Angala. Et à ce moment-là, un de nos correspondants nous dit c'est Amanda, c'est Amanda. Enfin, il commence à faire des blagues sur ce thème-là. Donc, en fait, on avait, on s'intéresse au sujet, on fait beaucoup d'archives, on sait que Macron va monter. Et en même temps, il y a quelque chose Il qui est cloche. très insaisissable. Voilà. Et alors ensuite, je fais des archives, c'est-à-dire que je lis tout ce qui sort j'archive les documentaires, j'archive les livres, j'archive les articles, j'archive tout ce qui sort sur Brigitte Macron, et en superposant, je m'aperçois que ça colle pas. Le premier qui fait le travail, alors vous avez remercié Natacha Ray, mais on peut en remercier d'autres aussi. Le premier qui fait le travail sur en fait la différence d'âge, c'est-à-dire ce n'est pas euh, 17-36, c'est 14-39. C'est-à-dire qu'en fait, il superpose toutes les biographies et il reconstitue la chronologie de la rencontre. Et en fait, on comprend que pour vendre ça aux Français, 17,36, si vous voulez, c'est comme 99 francs ou 99 euros. C'est-à-dire que il y a deux chiffres. C'est pas trois chiffres, si vous voulez. Et quand vous dites 17,36, 7, c'est au-dessus de 6, si vous voulez. Et en plus, 17 ans, c'est un jeune homme vigoureux, une femme de 36 ans, elle est encore dans la fleur de l'âge. Ensuite, si vous dites 14,39, vous avez. Alors 14,39, en plus, ça fait un peu guerre mondiale. Puis après, 15, 40, 16, 41, 17, 42, 18, 43. Enfin, c'est invendable. En fait, c'est invendable. Donc, en fait, il y a ce mensonge au cœur de la biographie qui est le point central. Et en fait, donc Eric Stemmelen, qui était pourtant un journaliste qui avait ses entrées dans les médias, puisqu'il avait été responsable des antennes et des programmes à France Télévisions. Donc, c'est quand même un journaliste de gauche euh, qui a ses entrées dans le circuit, et son livre doit être au début édité au Seuil, qui est une maison d'édition prestigieuse à Paris. Or, il va avoir un coup de fil du Seuil et lui dire on est obligé d'annuler, et il va se rendre compte que son manuscrit est blacklisté chez les éditeurs parisiens, et il va aller se faire éditer en Belgique, à Bruxelles, chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Cerisier. Et quand le livre sort, j'ai un contact d'un un haut fonctionnaire qui a ses entrées à l'Élysée et qui me dit écoute, il y a un truc qui les emmerde, je ne sais pas ce que c'est sorti en Belgique. Et donc, moi, à ce moment-là, parce que sorti en Belgique, ça sort pas forcément sur Livre Hebdo, ça sort pas forcément dans les publications franco-françaises. Et donc, j'identifie en Belgique tout ce qui est sorti sur Macron et je tombe sur ce livre, Opération Macron, et qui est vraiment euh, un livre vraiment qui est une contribution très importante à ce travail, puisqu'il est le premier à établir que ce mensonge sur la différence d'âge s'est accompagné de la création d'un oligopole médiatique qui était destiné à être mis au service de Macron, hein, c'est-à-dire le rachat du Parisien par Bernard Arnault, l'actionnariat du groupe Le Monde, la création du groupe de Patrick Drahi, etc. Enfin, on Paris a tout. Match. Voilà, donc là, Bernard Arnault, non, alors c'était Lagardère à l'époque,
puis passe entre les mains de Bernard Arnault par des enfin par d'abord Bolloré, puis, bon. Ouais. Puis Qui si vous sont voulez, tous la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. voilà, vous avez des mouvements comme ça. Donc lui établit le lien entre l'histoire, la vie privée, c'est-à-dire le problème de l'âge de la rencontre. C'est-à-dire 14 ans, il a 14 ans, elle 39. C'est ça qui est central et qui effectivement, si vous faites ça dans un établissement scolaire, normalement, l'enfant est retiré, le professeur est retiré, le rectorat est prévenu, le proviseur n'a même pas le droit de rentrer en contact ni avec l'élève, ni avec le professeur, etc. Donc on est sur quelque chose. euh, D'ailleurs, un ami qui était avec Macron au lycée dans un livre témoigne, puisque lui est devenu enseignant, il dit, mais en fait, si normalement, le ciel vous tombe sur la tête. C'est-à-dire que cette histoire-là est hautement scandaleuse. Et donc, il met en lien cette histoire, la création d'un oligopole médiatique pour porter au pouvoir Emmanuel Macron, puisqu'en fait, on a beaucoup parlé du financement de sa campagne, où c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, mais en fait, c'était surtout l'espace publicitaire des couvertures de magazines, l'Express, le Nouvel Observateur, Le Point, Challenge, etc., vendant Macron, les télévisions, etc. Ça a été un matraquage, c'est un coup d'État médiatique, et même un coup d'État médiatico-judiciaire, puisque ce matraquage s'est opéré parallèlement à une offensive judiciaire sur la candidature de François Fillon qui a été éclair. Et puis, Éric Stemelen met donc la différence d'âge, la constitution d'un oligopole médiatique en lien aussi avec la vente de fleurons industriels français à l'étranger, entre autres la branche énergie d'Alstom à General Electric avec effectivement les fameuses turbines Arabelle qui assurent en partie l'indépendance énergétique de la France, mais aussi d'autres sociétés stratégiques, entre autres Alcatel, Technip, et puis il y en a eu d'autres depuis. Enfin, il y a vraiment ce tropisme-là. Donc en fait, lui lit ces trois choses et il appelle ça l'opération Macron. Donc lui, c'est la première grosse contribution, et parallèlement, des journalistes vont enquêter sur Brigitte Macron et qui sont des journalistes qui veulent du bien à Brigitte Macron. C'est-à-dire que c'est des journalistes qui trouvent que c'est un parcours de femme, parce qu'en fait, il est connu très tôt dans Paris qu'elle a un rôle autour de lui. C'est-à-dire qu'elle c'est une femme de pouvoir. C'est-à-dire Brigitte Macron, rapidement, on comprend que c'est une femme de pouvoir. Et puis ensuite, quand elle va s'installer à l'Élysée, elle va caster les conseillers. Ensuite, elle va choisir certains ministres avec une influence déterminante sur le ministère de la Justice, influence sur le ministère de l'Éducation nationale, sur le ministère de la Culture et tous les ministères, je dirais, sociétaux. Hein, donc, c'est elle qui fait, par exemple, la carrière de Marlène Schiappa. En ce moment, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, il est décrit, présenté comme le chouchou de Brigitte. Donc, on est sur une personnalité de pouvoir dont on ne connaît pas, au fond, les opinions politiques. Et alors là, ils ont mené tout le monde en bateau. On se rappelle de la visite au Puy du Fou, hein, où Emmanuel Macron, encore ministre socialiste de François Hollande, arrive au Puy du Fou et dit à Philippe de Villiers, l'honnêteté me pousse à vous dire que je ne suis pas socialiste. Et ensuite, il reste toute la soirée avec Emmanuel et Brigitte Macron, et Brigitte Macron lui laisse entendre à Philippe de Villiers qu'elle a été une de ses électrices. Ce qui, pour un homme politique, si vous voulez, avec un homme politique, ça flatte l'ego, si vous voulez. Ensuite, ils vont faire croire à Philippe de Villiers, effectivement, qui est quand même un homme politique souverainiste, et il leur laisse entendre qu'il va être, grosso modo, ce qu'a été Patrick Buisson au quinquennat de Nicolas Sarkozy. Puis au bout d'un moment, évidemment, Philippe de Villiers comprend qu'il s'est fait avoir et il y aura une brouille. Et de la même façon, elle a expliqué à Nicolas Sarkozy qu'elle avait été une de ses électrices. Et Sarkozy l'a raconté partout dans Paris. Ah, vous savez, Brigitte, etc., a voté pour moi, machin. Et à ce moment-là, démenti dans la presse. Donc en fait, toujours cette façon de ridiculiser les gens. Et puis en même temps, on voit, le fameux en même temps, on voit sur les sujets sociétaux des déclarations qui laissent peu de place au doute. C'est-à-dire, par exemple, Emmanuel Macron déclare en 2020 aux associations des familles catholiques qui sont à l'Élysée, vous devez comprendre qu'un père
n'est pas forcément un homme. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans, j'ai plus la citation exacte, mais si vous voulez, vous êtes dans du LGBTQIA+, ce qui va éclater pour la première fois aux yeux du grand public lors de la fête de la musique de 2018. Ensuite, tous les développements iront dans ce sens-là avec la fameuse cérémonie d'ouverture des JO. Donc en fait, le cadre étant posé, les journalistes qui s'intéressent à Brigitte Macron en essayant tout simplement de comprendre qui elle est, de la raconter, etc., se heurtent à un mur du silence. Tous les journalistes de Paris savent qu'il y a cette chape de plomb et qu'il y a cette pression qui s'opère dès lors qu'on s'intéresse au couple présidentiel et à son entourage. Et quand on regarde la production, on voit effectivement que c'est la misère, que les journalistes n'arrivent pas à avancer. Et donc, il va y avoir ce détonateur qui est Natacha Ray, qui, elle, est une femme qui a une thèse. Alors, c'est pas vraiment une journaliste, c'est une citoyenne ordinaire qui, elle, en fait, est partie dans le sens inverse. C'est-à-dire que méthodologiquement, on est sur un mystère. Et elle, en fait, n'étant pas journaliste, elle part sur le sens inverse. Elle se dit, Brigitte Macron, c'est un homme parce que j'ai regardé les photos, ses hanches, ses pieds, la posture de son corps, son visage. Enfin, vraiment, elle n'aime pas que je dise ça, mais c'était vraiment un truc d'intuition féminine. Et donc, elle part dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'elle part du principe que c'est un homme. Alors que normalement, c'est la conclusion. Elle part du principe. Et donc, elle va rechercher tout le matériel photographique et elle tombe sur une photo de famille qui a été donnée à la presse où figure un de ses frères qui s'appelle Jean-Michel Trogneux. Or, ce frère a été complètement effacé de la biographie de Brigitte Macron, alors que la biographie de Brigitte Macron en a fait des caisses sur la famille Trogneux parce que ça vendait l'histoire d'une PME réussissante de province, implantée, enfin la cathédrale d'Amiens, etc. Enfin, on a le décor, quoi, des confiseurs, etc. Alors que Macron était haut fonctionnaire et banquier chez Rothschild. Donc là, on avait une histoire qui était vendable, donc on présentait beaucoup. Et puis aussi, on utilisait les nièces et les neveux de Brigitte Macron, parce qu'en fait, Brigitte Macron étant la dernière de sa famille, elle a le même âge que ses neveux et nièces. Donc en fait, cette histoire permettait de dire qu'en fait, l'écart de génération entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron était naturel, puisque elle-même euh, avait le même âge que ses neveux et nièces. Enfin, ce qui est un peu bricolé, mais c'est comme ça que c'était présenté, quoi. Enfin, en tout cas, c'était bien présenté. Ils avaient pris des bons journalistes, des bons communicants, etc. Donc, ce frère a complètement été effacé et elle regarde la photo et là, elle a une sorte de flash, quoi. Elle dit, mais c'est Brigitte. Et voilà, et ça part comme ça. Et en fait, elle cherche à médiatiser sa découverte et personne lui répond. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne le circuit. Donc, elle envoie des mails un peu à tout le monde, personne lui répond, sauf Richard Boutry qui va lui promettre de faire un documentaire, etc., etc., et qui ne respectera pas cette promesse. Aujourd'hui, il m'attaque, alors que moi, précisément, j'ai respecté le contrat, c'est-à-dire que j'ai poursuivi l'enquête. Or, lui, il ressort de sa boîte 3 ans après pour venir m'attaquer, mais bon, il fait ce qu'il veut. Euh, et donc, simplement, elle a cette intuition. Et moi, quand je combine en fait son intuition et sa découverte, qui en fait, journalistiquement, c'est-à-dire au niveau professionnel à l'époque, ne peut être qu'une question. Je rentre en contact avec elle, on travaille, et à ce moment-là, elle pose des questions à une cousine éloignée de Brigitte Macron, dont elle pense qu'elle est la vraie mère des enfants, Laurence, Stephen et Sébastien, puisque Brigitte Macron nous est présentée comme étant mère de 3 enfants. Donc comment expliquer si elle est un... Voilà. Donc elle pose des questions, elle se retrouve placée en garde à vue, et à ce moment-là, moi, je vais couvrir en fait l'affaire Trogneux. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que des poursuites sont engagées contre cette femme, dès lors qu'elle a été placée en garde à vue, alors qu'à la base, elle a juste vu une photo de famille des Trogneux qui est disponible en source ouverte et elle dit Brigitte, c'est pas Brigitte Trogneux, c'est son frère Jean-Michel. Ce qui est quand même, enfin, si vous voulez, si vous avez une accusation du même type, vous n'y prêtez même pas attention. Si vous voulez, c'est la personne qui professe se dit bon, c'est un dingue, c'est ridicule, etc. Et là, en fait, on va tout de suite sentir un énorme souffle, comme si la machine de l'État s'était déclenchée.
avec des événements que je comprendrai personnellement moi plus tard. Par exemple, mon webmaster, en fait, moi, je suis très discret et j'ai assez peu de traces en fait sur Internet en dehors de mes interventions médiatiques. Mais mon webmaster, lui, a laissé dans le cache du site son nom. Donc en fait, c'est un de mes collaborateurs identifiés. Et à ce moment-là, il est sur le territoire national et lui, il va être arrêté sous prétexte d'une activité sur Telegram et il va être obligé de pointer toutes les 48 heures au commissariat. Si vous voulez. Donc en fait, vous avez tout de suite ce sentiment, euh, je ne sais pas comment dire, quoi. C'est comme si il y avait un tremblement de terre, enfin vraiment, et que la machine de l'État, quoi, se déclenchait. Et cette femme placée en garde à vue, moi, je suis au téléphone avec elle. Il y a les flics à sa porte. Ensuite, elle récupère pas son téléphone. Donc pendant quelques jours, je me demande où elle est passée, etc. Enfin, vous avez tout de suite une ambiance. Donc ce livre, Devenir Brigitte, raconte aussi plusieurs niveaux narratifs, c'est-à-dire le niveau narratif de comment l'histoire des Macron a été présentée au public, par qui elle a été présentée au public, dans quel but, etc. Puis ensuite, comment ces mêmes équipes répondent à la rumeur, comment l'Élysée répond à la rumeur, ce que les médias appellent la rumeur, mais qui, pour moi, sont des faits établis, il suffit de lire le livre. Et ensuite, vous avez le passé du couple présidentiel, et puis vous avez l'aspect bibliographique, c'est-à-dire tous les gens qui ont travaillé, qui ont accumulé des pièces. Vous citiez le blog Précibus, qui eux ont généré pas mal d'infos. Emmanuel Anison, qui a fait un travail extraordinaire, et même des journalistes mainstream qui sont passés avant nous, c'est-à-dire je pense notamment à Virginie Linhart et à Sylvie Baumel qui, elle, venait simplement pour faire des hagiographies, c'est-à-dire des portraits de complaisance de Brigitte Macron, et qui se sont retrouvés face au mur, et qui, malgré tout, l'ont écrit dans leur livre, puisque Virginie Linhart écrira j'ai jamais vu un tel niveau de contrôle. Tout ce qui concerne sa vie d'avant, c'est le blackout total. Sylvie Baumel écrira, alors que c'est vraiment une journaliste qui est là pour, enfin, je veux dire, pour passer la brosse à reluire. Elle finit par écrire, je me croirais dans Black Mirror, comme si les officines du président étaient rentrées dans les cerveaux pour effacer les mémoires. Vous avez la machine de l'État qui s'abat sur vous et, et vous avez le sentiment de rentrer dans quelque chose de presque paranormal. Et en fait, moi, ma formation, je dirais extrêmement classique, et mon but, ça a été de toujours dire, mais c'est forcément rationnel. Techniquement, une sœur, c'est son frère, et à ce niveau-là de l'État, c'est du jamais vu, si vous voulez. Vous êtes dans quelque chose de complètement, en apparence, surréaliste. Alors c'est pour ça que j'invite vraiment à lire l'enquête, parce que d'abord, l'enquête se lit bien, elle est très structurée. J'ai fait appel à des experts en écriture, j'ai utilisé la reconnaissance faciale, les documents que je présente sont tous sourcés, ils sont issus de démarches que j'ai opérées devant la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire avec des documents en tête de la République française me certifiant que j'ai droit d'accéder à ces documents. Donc tout a été opéré, je dirais, dans le cadre le plus légal, le plus rationnel possible, justement pour que ce dossier sorte de son apparence. Là, c'est aux journalistes français d'agir, parce que normalement, la presse parisienne et l'association de la presse présidentielle devraient poser la question, puisque aujourd'hui, Brigitte Macron et Emmanuel Macron, l'Élysée, sont accusés d'avoir opérer une tentative de corruption sur Candace Owens afin qu'elle retire sa série Becoming Brigitte de YouTube. Alors, c'est une accusation grave qui est portée par Joe Rogan, là, qui est le podcasteur le plus suivi au monde, qui est dans le top 100 du Time Magazine des personnalités les plus influentes du monde établi par le Time Magazine cette année, et Candace Owens confirme. Donc là, on est sur une accusation très grave, portée devant des dizaines et des dizaines de millions de gens, et la moindre des choses, ce serait qu'un journaliste pose la question à Alors, l'Élysée, puis ensuite à l'Élysée de démentir, ouais. et peut-être que les Américains apporteront des documents accréditant effectivement cette tentative de corruption. Pardon, Xavier, elle va revenir avec une suite, n'est-ce pas, à vos premiers épisodes, je crois, prochainement. Alors, bon, là, bon, pour l'instant, c'est un peu, tout ça est un peu confidentiel. Ok. Cela dit, voilà, il y a énormément de choses à raconter qui n'ont pas été racontées. C'est vrai que quand on s'intéresse à l'entourage du couple présidentiel, quand on s'intéresse à la vie de Brigitte Macron, c'est vous tombez sur une mine d'or. D'ailleurs, son podcast est numéro un,
toutes catégories confondues, en 2025 aux États-Unis. Alors, non, mais pour dire que, je veux dire, c'est pas des gens qui sont pas intéressés par l'argent, les Macron. Pour donner donc cette anecdote, c'est un jour une réception est donnée à l'Élysée pendant le quinquennat Hollande et le chien de François Hollande sur la table attrape les lunettes de soleil de Brigitte Macron et en les mordant, il les casse. Et ben le lendemain, l'Élysée a reçu la facture des lunettes. Vous voyez, bon, moi j'en sais rien, si vous allez chez un ami et que son chien vous casse les lunettes, bon, vous êtes embêté, mais vous n'envoyez pas votre facture, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, j'étais banquier chez Rothschild, enfin, c'est pas, vous voyez, c'est un peu, ils ont ce côté pince, quoi. Moi, mon livre est pas, ses conclusions ne sont pas contestées. Les seuls, ce que j'observe, c'est simplement du shadow banning sur mon activité sur X. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ratios, enfin bon, je ne suis pas spécialiste des réseaux sociaux, mais on m'a expliqué ça, c'est-à-dire qu'en fait, les ratios devraient faire beaucoup plus de vues et sont divisés à peu près par 10, donc c'est ce qu'on appelle du shadow banning. Et sinon, j'ai eu en fait, il y a eu le retrait momentané du livre d'Amazon et qui a planté en fait mon interface Amazon et qui m'a empêché, enfin, qui a créé une sorte de bug et une obstruction à traiter un système de précommande que j'avais mis en place. Là, normalement, toutes les commandes ont été rentrées. Donc là, les gens ont commencé à les recevoir, hein. Pourquoi, Voilà. selon vous, cette affaire est potentiellement aussi explosive? Parce que votre enquête met en cause les plus hautes sphères du pouvoir. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, fait de ce dossier une bombe atomique? Les mensonges par rapport aux dirigeants politiques, au storytelling, etc., ont toujours existé. Si vous voulez, je vais prendre une comparaison toute simple. Vous prenez euh, la jeunesse chevelue qui fait la fête le 10 mai 81, place de la Bastille, pour fêter la victoire de l'Union de la gauche et de son candidat François Mitterrand. Bon. Vous arrivez sur la place de la Bastille avec un mégaphone et vous dites, vous savez, votre candidat socialo-communiste, il faut savoir il a appartenu à la cagoule avant la guerre, donc organisation d'extrême droite, que pendant la guerre, il n'a pas passé 3 mois, 3 semaines, mais 3 mois à Vichy, qu'il a été décoré de la Francisque, que pendant la guerre d'Algérie, en tant que ministre de la Justice, en tant que chargé de la lutte contre le terrorisme, c'est sans doute l'homme politique français qui a le plus de sang algérien sur les mains, etc., etc. La fille cachée, le cancer de la prostate, etc. Et qu'en fait, il n'est pas là du tout pour faire une alliance avec les communistes, mais qu'en fait, il est là pour faire le baiser de la mort au Parti communiste. Et que bientôt, vous verrez apparaître Laurent Fabius, etc. Enfin, si vous voulez, vous faites lyncher par la foule. Vous faites lyncher par la foule si vous faites ça. Est-ce que votre livre peut entraîner la destitution du gouvernement français? Alors, pour faire le point rapidement, parce que ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que on peut destituer Macron ou destituer la présidence de la République à partir de cette affaire? Bon. Le point, simplement, c'est que en couvrant une affaire d'une femme qui a accusé Brigitte Macron d'être son frère, on a établi que cette affirmation était fondée. C'est-à-dire que Brigitte Macron est née Jean-Michel Trogneux le 11 février 1945 et vit sous l'identité civile de naissance de sa sœur Brigitte Trogneux depuis septembre 1986. Cette affaire, aujourd'hui, a été médiatisée à un niveau, à très haut niveau. C'est-à-dire au maximum de ce qu'on pouvait faire aux États-Unis, au maximum de ce qu'on pouvait faire en Russie. Je parle des États-Unis et de la Russie pour parler de superpuissance. Je parle même pas de l'Afrique, du monde arabe, etc. Donc ensuite, la question, c'est est-ce que de ce dossier, on peut arriver à une percée médiatique dans les médias français? La perte d'influence française en Afrique est en partie due à ce dossier, puisque ce dossier rencontre un très fort taux d'adhésion en Afrique. On voit que, alors il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi l'attitude de la France par rapport à Laurent Gbagbo, par rapport à Kadhafi, il y a plein d'autres choses. Mais c'est, disons, la cerise sur le gâteau. Quand on discute avec des gens qui sont dans la diplomatie parallèle ou des grands contrats, moi je suis bien placé pour le savoir, ils m'appellent en me disant mes interlocuteurs m'ont posé des questions sur ce qui se passe en France avec Brigitte, et ce depuis 2022, et on voit un contexte international dans lequel des oligarques français, qui sont des sponsors d'Emmanuel Macron,
ont de plus en plus de problèmes. Je prends l'exemple, par exemple, de Bernard Arnault, qui est invité à la cérémonie d'investiture de euh, Donald Trump, à l'inauguration, comme disent les Américains, et qui se voit mettre des droits de douane, parce qu'il dit sur les vins et spiritueux pour la France. Et les vins et spiritueux aux États-Unis, c'est Moët et Chandon, Ruinart, ce ne sont que des marques du groupe LVMH. On peut très bien imaginer un appel de Donald Trump à Bernard Arnault en lui disant, écoute Bernard, tu veux être avec les winners ou tu veux être avec les losers, hein? Parce que Emmanuel Macron, c'est un loser. Et en bout d'un moment, on voit, c'est un développement de cette semaine, Bernard Arnault, en conférence de presse, expliquer qu'il y a un problème avec l'Union européenne et avoir des propos euh, qui étaient tenus jusque-là dans des niches souverainistes. C'est-à-dire que sur les Macron, c'est l'homme de l'Union européenne, hein. Macron, c'est la post-France. C'est-à-dire que lui, il veut dissoudre la France dans l'Union européenne et devenir président de l'Europe. C'est ça son destin. Et de voir Bernard Arnault tenir des propos souverainistes qu'on n'avait plus entendus, puisque la parole souverainiste depuis le référendum de 2005, qui était un vrai choc, puisque c'est à ce moment-là que la démocratie française s'est effondrée. C'est-à-dire qu'on a demandé aux gens, est-ce que vous êtes pour la Constitution européenne? Le peuple a répondu non massivement, et le texte a été adopté en douce 3 ans plus tard avec le traité de Lisbonne, Nicolas Sarkozy, etc. Et ensuite, on a euh, étouffé la parole souverainiste. Et là, on voit Bernard Arnault, principal sponsor d'Emmanuel Macron, tenir des propos souverainistes sur l'Europe des bureaucrates, etc. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'affaire, elle ne va pas exploser médiatiquement, elle ne peut pas conduire à la destitution d'Emmanuel Macron parce que Jean-Michel Autrogneux était à Alger en 1963. C'est pas comme ça que ça se présente, si vous voulez. Ça se présente sur est-ce que la France a un leadership crédible et est-ce que ce qui reste de l'économie française peut ou de la diplomatie française peut continuer à avancer avec ce leadership. En gros, est-ce que au sein de la caste, on atteint un stade de ras-le-bol suffisant pour opérer un processus qui aboutirait à une décision de Macron. Je prends un exemple médiatique. Par exemple, quand il a fallu que François Hollande ne se représente plus. Deux journalistes du Monde ont fait un livre de propos rapportés qui s'appelait Un président ne pouvait pas dire ça. Et ce livre a été d'un œuf, on a fait un bœuf. Et on a convaincu absolument tout le monde qu'après ce livre-là, qui contenait strictement rien de scandaleux, hein, il n'y avait absolument rien de scandaleux, mais qu'après ce livre-là, Hollande ne pourrait plus se représenter. Et Hollande ne s'est pas représenté. Vous voyez? Donc en fait, si vous voulez, médiatiquement il faut un déclencheur. Là, s'il y a eu, par exemple, si les Américains décident de médiatiser plus en avant la tentative de corruption qu'aurait opéré l'Élysée à l'égard De de Candace. Candace Owen. Si les Américains décident de confirmer en médiatisant et en étayant cette accusation, là, ça peut être un caillou dans la chaussure, mais on ne va pas destituer Emmanuel Macron sur le cœur du dossier. Le cœur du dossier fera l'objet, quand Macron sera parti, ça j'en suis convaincu, comme aujourd'hui les années Mitterrand font l'objet d'une importante littérature sur tous les plans, vous pouvez être sûr que dans 30 ans, il y aura un livre sur Brigitte Macron en Algérie, il y aura un livre sur André Auzière, les derniers secrets d'André Auzière, les machins. Il y aura une importante Mais littérature. est-ce que, Mais techniquement, politiquement, l'impact politique qu'on peut avoir, c'est effectivement saper le leadership français, ce qui donne d'ailleurs l'article de The Telegraph qui explique que les relations entre la France et les États-Unis sont pourries par l'affaire Jean-Michel Trogneux. Là, on est sur The donc, Telegraph, qui est d'accord. un Donc, des principaux journaux conservateurs londoniens. Voilà. à défaut de ne pas pouvoir secouer la presse française, à défaut de ne pas pouvoir s'en prendre directement au président, vous voulez dire que quelques nations étrangères cherchent à s'en prendre ou attaquer le pouvoir par périphérie, par ses chiens de garde. Les plus gros ennemis des Macron, c'est quand même eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où ils se sentent obligés. Parce qu'en fait, bon, ça, si on s'intéresse à la psychologie trans, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, en fait, vous êtes dans un grand écart qui consiste sans cesse à revendiquer et sans cesse à nier, Mhm. avec la même ardeur, hein. Et quand vous
par exemple, Emmanuel Macron, moi, à chaque fois, il y a eu un décalage entre le moment où je publie et la phase de médiatisation. La première fois, c'est octobre 2021, je publie dans Fait et Documents le mystère Brigitte Macron. La médiatisation intervient en décembre. Et à ce moment-là, Brigitte Macron va sur les plateaux expliquer, évidemment, c'est un mensonge, ils ont changé la généalogie de mes parents. Enfin, il n'est pas obligé d'en parler. Donc, d'en parler, il y a l'effet stressant. La deuxième fois, je publie en décembre 2023 les photos de jeunesse de Jean-Michel Trogneux qui confirment l'intuition de Natacha Ray, c'est-à-dire qui, c'est pas qui confirme, c'est qui comment dirais-je, toutes les photos sont concordantes. Voilà. Vous avez un certain nombre de photos qui sont concordantes. J'ai publié en décembre 2023 et vous avez, pour attendre mars, le 8 mars, et à ce moment-là, Emmanuel Macron explique que ceux qui disent que sa femme est un homme, c'est son pire souvenir de président de la République. Et il va le dire sur TF1. Et c'est cette sortie-là qui génère effectivement une dépêche de l'AFP. Donc là, vous avez Emmanuel Macron, son pire souvenir de président de la République, ceux qui disent que sa femme est un homme. Je veux dire, c'est traduit dans le monde entier. Et là, c'est la risée de la terre entière, si vous voulez. Donc en fait, ce que je dis toujours, c'est que le pire ennemi des Macron, c'est leur hubris, c'est eux-mêmes et cette psychologie trans qui les pousse toujours. Et donc là, vous verrez, Alors, là, quand j'ai expliqué qu'à chaque fois, il y avait 2 mois ou 3 mois entre la phase médiatique et leur réaction, bah là, vous verrez qu'il y a là, la série de Candace Owen, la première phase de la série de Candace Owen s'est achevée fin février. Là, on est en avril, donc ça veut dire on est fin avril. Et donc, vous pouvez très bien avoir à ce moment-là un rebond généré par eux-mêmes, d'ailleurs, par effectivement ce tiraillement qu'ils ont eux-mêmes. Donc, en fait, vous avez plusieurs niveaux. Si vous voulez, vous avez plusieurs niveaux. Et puis, il y a des tapis de bombes. Si vous avez un tir d'artillerie médiatique qu'on opère avec Candace Owens, c'est vraiment un tir d'artillerie massif. Et derrière, vous avez quand même un champ de mine qui est intégralement miné. Ça veut dire qu'il y a quand même l'histoire de la cellule de l'Élysée qui a piloté les poursuites engagées par l'Élysée dans le cadre de l'affaire Trogneux, donc ce qui est complètement euh, une rupture, puisque là, on est sur une intervention manifeste du, euh, de l'exécutif sur le judiciaire. Or, on est dans un système qui est régi depuis que Montesquieu a théorisé ça, sur ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Voilà, on fait voler en éclats un des fondements même de ce qu'on appelle un régime démocratique. Vous avez cette bombe-là, vous avez la tentative, l'éventuelle tentative de corruption opérée par l'Élysée sur Candace Owens, qui est quand même gravissime. C'est-à-dire que là, on en est sur un régime qui irait soudoyer des journalistes étrangers pour qu'ils retirent des vidéos ou des articles. Donc là, on est sur quelque chose qui, pareil, et en fait, plus ils avancent, plus ils nient, plus ils s'agitent, plus ils aggravent leur cas. Et moi, j'ai toujours pensé, et ça ce n'est qu'intuitif, mais qu'ils étaient montés au pouvoir en médiatisant leur vie privée à ce point-là, en couverture de Paris Match, avec un nombre de couvertures de Paris Match très, très impressionnant. Il y a plus de couvertures de Paris Match consacrées à Brigitte Macron, par exemple, qu'à Bernadette Chirac. Alors que Bernadette Chirac était respectée des Français, c'est-à-dire qu'elle avait le rôle qu'on attend de l'épouse d'un chef d'État dans un pays où il y a pas de première dame. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que ils sont montés par là et ils périront sans doute par là. Ce n'est qu'une intuition. est-ce que l'une des bombes de votre livre ne serait-il pas de dénoncer en fait la femme d'un président qui devrait normalement être amenée, conduite devant les tribunaux? Ce serait peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles ce président ne serait plus forcément fréquentable pour les nations étrangères, avec une épouse qui finalement devrait être plutôt en prison que en train de le piloter et de lui donner des ordres pour diriger la France et vendre ses fleurons aux Américains en l'occurrence. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train de changer de paradigme. C'est un peu le mot à la mode. On vit la chute de l'Occident, etc. Mais il faut bien comprendre ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de cette époque qui a commencé avec la chute de l'URSS, qui était l'époque d'un monde unipolaire, et où des gens, des groupes, euh, liés effectivement à la haute, au milieu financier, euh, se sont mis en tête de diriger le monde. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les mondialistes. Voilà. Et en fait, l'affaire Epstein a révélé que le projet mondialiste était piloté par des gens
été mis en place parce qu'ils étaient précisément tenus sur des scandales sexuels. Et plus le projet mondialiste a avancé, plus, je dirais, le package pour les tenir euh, s'est alourdi. C'est-à-dire qu'on n'est aujourd'hui que sur des dirigeants, si vous voulez, complètement anormaux. Si vous voulez, des gens comme Nicolas Sarkozy ou François Hollande, dans cette, à ce stade-là, ne peuvent même plus, vis-à-vis de ces puissances, assumer le pouvoir parce que ce sont encore des gens, dire, qui sont hétérosexuels, qui ont eu des enfants, je crois 4 chacun, pour prendre Nicolas Sarkozy ou François Hollande, si vous voulez, qui sont sur quelque chose euh, qui est Ordinaire, normal, mais normal au sens qui est relatif à une norme tout à fait. sociale. Là, on voit qu'on est complètement en dehors de toute norme sociale. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'entourage du couple présidentiel, et qui ne sont pas des kidams, hein, c'est-à-dire que ce sont par exemple, quand vous prenez l'affaire Duhamel, on se rend compte dans l'affaire Duhamel que c'est à partir du moment où le secret de l'inceste est se répand dans Paris, quand le secret, en fait, est éventé, mais non pas médiatiquement, mais dans ce que Coluche appelait les milieux autorisés, si vous voulez, que Olivier Duhamel a été promu à la tête de la holding de tête de Sciences Po, à la tête euh, du Club Le Siècle et dans les instances de l'Institut Montaigne. Donc, si vous voulez, vous avez un système de promotion par les casseroles liées à la pédophilie. Et quand on s'intéresse à l'entourage des Macron, on retrouve non seulement un énorme tropisme pédocriminel, je ne parle pas de réseau pédocriminel, mais je dirais une nébuleuse pédocriminelle, avec un tropisme qui se dégage non seulement autour de la pédocriminalité, mais aussi et surtout, autour de la question de l'inceste. Hein, dans Devenir Brigitte, tout ça est absolument sourcé et on s'étonnera de voir cette récurrence de l'inceste dans cette enquête, alors que à l'origine, on ne fait pas du tout, on fait simplement un portrait de la première dame. Et en fait, en creusant, on va voir se dégager, hein, ce tropisme autour de la question de l'inceste. Voilà, et je le dis, et on le sait depuis l'affaire Epstein, qu'en vérité, d'ailleurs, Macron est un personnage très particulier dans ce dispositif, puisqu'en fait, il est l'élu. C'est-à-dire que pour ces milieux-là, il est l'élu. C'est-à-dire que quand je dis ces milieux-là, c'est des gens comme Henri Kravis et Marie-Josée Drouin. Marie-Josée Drouin est une économiste canadienne qui dirige le comité de sélection du groupe Bilderberg. Henri Kravis, il suffit de s'intéresser, le patron d'un énorme fonds d'investissement américain qui s'appelle KKR, il suffit de s'intéresser à l'affaire Epstein pour découvrir qu'il est une rubrique très, comment dirais-je, très fournie dans les contacts privilégiés de Jeffrey Epstein. On va s'intéresser à des gens comme Larry Fink, qui est un pilier de ce qu'on appelle la commission trilatérale, qui a été créée par David Rockefeller et par Henry Kissinger. On rappellera que Jeffrey Epstein était membre de la commission trilatérale et que dans la documentation relative à l'affaire Epstein, il est en contact direct avec David Rockefeller et Henry Kissinger. Donc on peut penser qu'à la commission trilatérale, il n'était pas là pour apporter les jus d'orange. Dans l'entourage des Macron, un nombre incalculable de gens vont être promus effectivement pendant, en amont ou après l'opération Macron dans les instances de la section française de la commission trilatérale, etc. Donc en fait, vous avez ces groupes mondialistes. Et dans ces groupes mondialistes, Macron est l'élu. C'est-à-dire que non seulement il est Young Global Leader, mais Klaus Schwab, qui est responsable et qui est en fait le Forum économique mondial, il ne faut pas se leurrer, c'est un dominion de la commission trilatérale. Ça a été révélé puisqu'en fait Klaus Schwab avait été recruté dans un programme piloté par la CIA pour créer qui s'appelait le Symposium économique européen au début, et en fait c'était ni économique ni européen, et c'est devenu le Forum économique mondial, et qui est en fait la vitrine, c'est le salon des exposants de la commission trilatérale, hein, le WEF, le Forum économique mondial de Davos. C'est comme si vous voulez l'atelier et puis le salon de l'auto. Si vous voulez, le Forum économique mondial, c'est le salon de l'auto. Et donc Klaus Schwab, qui pilote ça, a bien dit, Macron, c'est celui qui nous mène dans le monde d'après. Hein. Donc ça veut dire que tout The Economist, qui est dirigé par les Rothschild et qui est la
la famille Rothschild, hein, est actionnaire, et qui fait passer des messages à travers cette vision du monde, a mis Macron en couverture un nombre incalculable de fois, et à chaque fois, ce sont des couvertures très bizarres, où on le voit en train de marcher sur l'eau, etc., etc. Donc en fait, Juste tous ces milieux-là nous disent Macron, c'est l'élu. Donc ça. il y a quelque chose, et en même temps, Bernard-Henri Lévy récemment sur LCI déclare le leader de l'Occident aujourd'hui, il est à Paris et c'est Emmanuel Macron. Alors, Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il devient à la fois, c'est pour ça que ce dossier-là, et donc ce dossier-là concerne l'histoire de cet individu. Qui est cet individu? D'où sort cet individu? Pourquoi ces puissants sont misés à ce point-là sur lui, au point d'en faire l'élu avec alors, des anomalies dans son parcours et une promotion. Hein, voilà. vous êtes tellement À tous passionné, les- Xavier, que ça fait mal au corps de vous interrompre, mais je dois quand même vous poser encore une question. On sent que vous êtes vraiment habité par votre sujet, que vous connaissez du bout des doigts. Quel lien établissez-vous entre Emmanuel Macron, justement, la banque Rothschild et l'interprétation proposée par Bertrand Scholler, lui aussi inquiété par l'Élysée, sur la création diabolique qu'incarnerait le personnage Macron? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, Bertrand Scholler, lui, a une vision eschatologique C'est ça. du personnage Emmanuel Macron. Alors, pour faire simple, en substance, Bertrand Scholler avance l'hypothèse que Emmanuel Macron serait l'antéchrist. Pour résumer ses propos, il le fait avec beaucoup de talent et ça lui a causé beaucoup de problèmes puisqu'il s'est fait soulever et il a été placé en garde à vue dans le cadre des procédures pilotées, je le répète encore une fois, par l'Élysée pour cyberharcèlement. Là, c'est pareil, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Si quelqu'un avait écrit que Jacques Chirac était l'antéchrist, Mhm. euh, Chirac aurait rigolé et tout le monde aurait rigolé avec lui. Hein, il n'aurait pas fait soulever les types à 6 heures du matin. On est chez les dingues. Alors, ce que dit Bertrand Scholler peut, pour quelqu'un qui suivrait ça de loin, paraître délirant, mais Bertrand Scholler ne dit pas autre chose que Klaus Schwab, ne dit pas autre chose que David de Rothschild, ne dit pas autre chose que Bernard-Henri Lévy. Il inverse juste le compliment. Mais en soi, finalement, tout le monde est assez d'accord. Je veux dire, la presse iranienne avait représenté Macron en diable. Vladimir Solovyov, qui est un des journalistes les plus connus de Russie, avait qualifié Emmanuel Macron de petit sataniste. Les influenceurs américains ne font pas autre chose. Donc en fait, euh, finalement, tout le monde comprend qu'il y a autour de ce personnage, euh, il y a des mystères, il y a des forces euh, qui ont tout misé sur ce type, qui ont un agenda. Hein, ces forces-là ont un agenda. D'autres forces combattent cet agenda, et combattant cet agenda, se retrouvent à désigner Emmanuel Macron comme ennemi prioritaire, étant entendu qu'il est une sorte d'incarnation et de pierre angulaire de cet agenda, puisqu'il doit incarner cet agenda à terme. Donc c'est pour ça que l'affaire Brigitte, qui au début peut apparaître pour le public comme quelque chose, une énorme farce, quoi, c'est-à-dire grosso modo, regarde la femme du président, on dirait un travelot. Puis quand tu creuses le fil, et ben, tu te retrouves, j'ai souvent d'ailleurs dit ça, moi je suis un grand fan du cinéma de Polanski. Et en fait, j'ai beaucoup repensé au cinéma de Polanski. Et d'ailleurs, Nathalie Reims, qui est une cousine de David de Rothschild, elle avait déclaré sur un plateau de télévision qu'en fait, l'œuvre de Polanski n'avait pas été cancellée pour ses problèmes, relativement à ses problèmes de mœurs, contrairement à ce qu'on expliquait, mais qu'elle avait été cancellée parce qu'en fait, Roman Polanski avait tout annoncé. Et quand on s'intéresse, bah d'abord, on a le Ghostwriter qui raconte quoi, comment un dirigeant britannique est piloté par la CIA par l'intermédiaire de son épouse qu'il a connue à l'atelier théâtre. Hein, donc,
vous avez quand même une résonance qui est incroyable avec l'histoire d'Emmanuel Macron. Vous avez l'histoire de Chinatown, hein, où là va s'inviter au cœur de problématiques économiques et d'infrastructures, puisqu'il s'agit, je crois, des eaux, des systèmes de l'eau à Los Angeles, va s'inviter la problématique de l'inceste au cœur d'un enjeu économique et d'infrastructure. Vous avez La Neuvième Porte, qui est en fait un film avec Johnny Depp qui va comparer les éditions d'un même livre relativement au diable. Et puis à chaque fois, sur chaque édition, il y a une petite modification. Et puis lui, dans cette quête, va découvrir qu'il est en fait lui-même le diable. Vous avez, et puis évidemment, vous avez Rosemary's Baby, qui est la fabrication, qui raconte la fabrication de l'Antéchrist. Comment expliquez-vous cette omerta médiatique en France? Comment expliquez-vous l'incrédulité ou l'indifférence des Français face à ce qui pourrait être un scandale d'État, et un scandale ou en tout cas une affaire qui les concerne directement puisqu'ils sont peut-être dirigés par un couple qui n'est pas bien dans sa tête? C'est le principe de la cocotte minute, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'extérieur, on voit rien, puis au bout d'un moment, mais dessous, ça boue quand même. Il suffit de voir les commentaires sur Amazon, il suffit de voir les commentaires sur les tweets, sous les vidéos, etc., etc. Je ne pense pas que les Français soient incrédules. Je pense que les Français sont assez lucides. Ensuite, au niveau médiatique, il y a un énorme malaise pour l'instant. Euh, Comme si personne n'avait envie de faire ce premier pas. Il y a le fameux Voilà, premier c'est exactement pas. ça, mais il faut voir quand même que des gens ont fait le premier pas. C'est-à-dire que, par exemple, quand Roselyne Bachelot raconte l'anecdote de la flèche de Notre-Dame que Brigitte Macron avait projeté, d'y mettre une création en forme de phallus avec des boules en dessous, etc., je veux dire, elle y va. Et en même temps, là, elle a un énorme coup de pression et elle est sommée en conférence de presse de s'auto-démentir, ce qui est ridicule, puisqu'elle l'avait publié dans un livre, que ça faisait partie des bonnes feuilles du livre, que ça avait été raconté sur RTL le matin. Enfin voilà, c'était un argument pour vendre le livre. Donc en fait, elle avait fait ça, et puis finalement, un jour, Anne Hidalgo a osé dans Closer déclarer, elle déclare, Anne Hidalgo dans Closer, déclare juste, contrairement à d'autres, je n'aurais pas pu tomber amoureuse d'un adolescent. Et ben immédiatement, la direction du Parti socialiste, et notamment un homme influent du Parti socialiste qui s'appelle Julien Drey, euh, lui a sommé de présenter des excuses et des excuses. Gérald Darmanin, en direct sur CNews, a déjà parlé de Brigitte Macron comme du mari d'Emmanuel Macron. Enfin, en vérité, Emmanuel Todd a déjà dit que, en partie, en tout cas, la situation dans laquelle se trouvait la France tenait à la psychologie d'Emmanuel Macron et à son rapport à son enfance et concluait, je le suspecte de haïr les gens normaux. Voilà. Donc en vérité, mis bout à bout, l'aveu, il est là, tout le monde l'a déjà dit, etc. Le problème, Pourquoi c'est ça sort pas? Pourquoi ça sort pas? bah, ça sort, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle ça sort. Donc pour l'instant, Pourquoi est-ce que c'est-à-dire ça sort pas dans voilà, les c'est dans, à quel moment ça devient l'affaire Fillon, c'est-à-dire à quel moment ça monopolise en édition spéciale BFM TV et euh, jusqu'à 24 heures sur 24 avec Dominique Rizet qui vient nous expliquer que l'individu, etc., etc. Voilà, ça c'est on ne sait pas. D'abord, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Ensuite, il faut provoquer l'événement. D'où ça vient? Est-ce que ça viendra d'un dérapage des Macron eux-mêmes? Est-ce que ça viendra d'une médiatisation suite à cette tentative de supposée tentative de corruption? Il faudrait que l'information, au moins un journaliste demande à l'Élysée, puis on verra si l'Élysée dément, et puis on verra comment les Américains répondent. Mais aujourd'hui, si vous voulez, l'Élysée enfin, les milieux de pouvoir en France sont sur un narratif qui est qu'en fait, la France serait attaquée par une internationale réactionnaire. Donc, en fait, au début, l'international réactionnaire, c'était Poutine, quoi. Et puis aujourd'hui, ça devient Poutine, le monde musulman, la Chine, l'Iran, l'Afrique, et puis maintenant les États-Unis et les pays d'Amérique. Donc en fait, si vous voulez, en fait, on est un pays qui est complètement isolé de la scène internationale, hein,
Et, et en fait, le narratif qui est raconté aux Français, c'est qu'Emmanuel Macron est le chef du monde libre qui est attaqué par une internationale réactionnaire. Je viens en Italie. En Italie, Giorgia Meloni, c'est quoi? C'est pas une très grande progressiste, machin, c'est l'international réactionnaire. Donc en fait, tout ce qui existe en dehors de la France, c'est une internationale réactionnaire. Et on aurait, nous, un grand leader qui serait Emmanuel Macron. Donc à un moment donné, comme on est dans la farce, là, intégrale, avec en plus une répression judiciaire qu'exerce Emmanuel Macron pour garder son pouvoir, sur non seulement sur les opposants, mais aussi sur des réseaux de pouvoir préexistants. Je vais prendre un exemple tout simple, si vous me laissez 2 minutes. Bien Vous avez sûr. une condamnation qui est apparue récemment dans ce qu'on appelle l'affaire de la Caisse des dépôts. Le dossier est vide. Mais en fait, il y a quand même eu des grosses condamnations qui ont été prononcées, hein, avec trois réseaux, à travers trois individus qui symbolisent trois réseaux. Vous avez Alain Bauer, qui était administrateur du CRIF, grand maître du Grand Orient, et à qui on ne connaît pas de femmes et d'enfants. Enfin, voilà, donc qui appartient à certains réseaux, qui a des réseaux de pouvoir, qui a été très présent au ministère de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, sous Manuel Valls. C'est vraiment ancien grand maître du Grand Orient, c'est pas rien. Vous avez Augustin de Romanet, président des aéroports de Paris. Donc là, vous êtes sur les réseaux euh, des familles subsistantes de la noblesse française, traditionnaliste. Lui-même est le beau-frère de Bruno Le Maire. Lui-même a été administrateur du Club Le Siècle, etc. Donc c'est un autre réseau que celui d'Alain Bauer. Et Jean-Pierre Jouyet, qui est le meilleur copain de François Hollande, pilier de la promotion Voltaire de l'ENA. Et voilà. Et donc, ces trois individus ont été condamnés dans le package de l'affaire de la Caisse des dépôts sur des choses qui ne sont pas très convaincantes, quoi, qui ne méritent pas d'être traînées dans la boue, à tel point qu'Alain Bauer en a fait une tentative de suicider. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron a été imposé par le réseau des réseaux sur les autres réseaux, s'est greffé sur ces réseaux-là, et ensuite les a sucés et les a détruits. C'est ça qui est très intéressant dans la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il détruit les partis politiques, il détruit les réseaux préexistants. C'est une sorte de centrifugeuse destructrice, presque très impressionnant. Hein, C'est le très profil impressionnant. C'est-à-dire des qu'en partis admettant qu'il y aurait narcissiques, eu hein. une révolution nationale en France, qui aurait voulu dissoudre les réseaux de la République, et ben cette révolution nationale s'y serait pris moins bien qu'Emmanuel Macron, quelque part. Et donc, en fait, de toute façon, il y a changement de régime. C'est-à-dire que soit Macron va jusqu'au bout et il y a changement de régime, soit Macron est renversé et il y a changement de régime et il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà. Et c'est ça qui fait que, effectivement, ce dossier est un ovni politique. Ce dossier, c'est un ovni politique, hein. Quand je parle avec des gens qui ont de la bouteille, ils disent, on n'a jamais vu un truc comme ça. Au début, les gens me disent, ah, c'est un peu comme Jean Edernalier, et puis tout le monde est bien obligé de constater qu'en fait, on est complètement dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'en Ah, fait, on est dans quelque chose de vraiment nouveau. Donc, d'où ça viendra, je n'en sais rien. Est-ce que ça viendra sans doute? Est-ce que ça peut venir des Macron eux-mêmes de par ce que j'expliquais sur la psychologie trans, mais je faisais référence surtout au personnage d'Amanda Lear, c'est-à-dire qui avait vraiment construit, qui s'était vraiment construit, c'est-à-dire sur ce tiraillement, c'est-à-dire cet entretien de l'ambiguïté presque fondamentale. Toutes ces questions-là, qui est Macron, de quoi Macron est-il le nom, comment Macron est monté, en quoi cette affaire qui à première vue peut apparaître délirante, voire relevant de la vie privée, est en réalité centrale. Ce que je veux, c'est que les gens lisent, enfin, que ceux qui s'expriment sur le sujet aient lu le livre. Et après, des critiques peuvent être formulées, mais j'ai très rarement vu des critiques de gens qui avaient lu le livre. ouais, et puis on a vraiment l'impression que le président gonfle les problématiques extérieures comme une potentielle attaque de la Russie en Europe, alors que c'est évidemment loin d'être le cas. Les Russes ont autre chose à faire que d'avoir des ambitions sur l'Europe. Et on a vraiment l'impression qu'il crée des problématiques ou gonfle des problématiques comme pour jeter des os à ronger à l'esprit des Français qui, de ce fait, ne se pencheraient plus sur le cœur du problème qui est le pouvoir français et représente ce pouvoir et qui est derrière et comment sont-ils dirigés. On a vraiment l'impression que
On nous inonde de confusion, de dossiers, de fausses problématiques pour nous distraire et nous divertir et nous détourner de ce dossier que vous avez eu justement le courage et la patience de développer dans le détail. Euh, Qu'est-ce qui a changé, Xavier, depuis que vous êtes intervenu dans l'émission de Candace Owen? Qu'est-ce qui a changé pour vous personnellement? Qu'est-ce qui pour vous a changé à l'Élysée? Qu'est-ce qui a changé auprès des médias francophones, des Français et de la classe politique? Cette opération médiatique de Candace Owens, elle intervient dans une phase du dossier où l'Élysée a mené une phase de répression énorme. C'est-à-dire qu'en fait, la précédente phase, qui a été opérée en liaison avec un écrivain qui s'appelle Aurélien Poisson-Atlan et qui existait sur les réseaux sociaux, qui existe sur les réseaux sociaux, mais son compte a été suspendu sous le nom de Zoé Sagan. Cette phase a été très massive et a permis d'attirer aussi l'attention des Américains. Eux ont opéré une phase de répression sur Zoé Sagan, sur Bertrand Joller dont je parlais euh, tout à l'heure, sur moi-même puisque j'ai été débarqué par l'actionnaire du titre Thèse et d'éditeur documents. en chef. Donc bon, je relance une publication très prochainement qui s'appelle tout simplement La lettre de Xavier Poussard. Puis l'accélération de l'agenda judiciaire visant Natacha Ray pour obtenir le plus rapidement possible une condamnation qui est intervenue en septembre. Qu'est-ce que ça a changé? Alors, si vous voulez, là pour l'instant, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un tir d'artillerie. C'est-à-dire que c'est comme dans une bataille. Si vous voulez, bon, pour l'instant, il y a eu un tir d'artillerie. Ensuite, là, il y a la fumée. On va voir quand la fumée redescend ce qu'il y a. Et là, pour l'instant, force est de constater qu'en France, bah, après le tir d'artillerie, personne ne s'est engagé en tant que fantassin, en tant qu'infanterie dans la brèche. Est-ce que quelqu'un qui aurait fait ça à ce moment-là aurait pas été inconscient et finalement aurait été puni pour pas grand-chose? En tout cas, le dossier atteint un niveau de médiatisation, de maturation, etc., etc. Quand vous regardez un champ de mine, bah, c'est un champ qui a l'air complètement normal. Et sauf que ça explose quand vous essayez de le traverser. Et voilà, et c'est le but, c'est pour prendre une autre comparaison, c'est d'asseoir les Macron sur un volcan. Je pense qu'ils sont déjà assis sur un volcan en vérité. Pour le grand public, c'est compliqué de comprendre. Parce que effectivement, on n'est pas en édition spéciale sur BFM avec Dominique Rizet qui vous parle de Jean-Michel Trogneux à Agent 63. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais ça ne veut pas dire que en sous-main, en comment dirais-je, en sous-marin, euh, ça n'avance pas et ne crée pas les conditions effectivement pour une exposition plus large et cette fois dans les médias français. Est-ce que vous Voilà. pensez que, J'espère avoir répondu plus clairement. ouais. Est-ce que pensez-vous qu'après l'arrestation dernièrement de Pierre Robert, cousin éloigné de Brigitte, et d'Adrien Bastard, proche de l'animateur Cyril Hanouna, dans le cadre d'une affaire de pédopornographie, est-ce que vous pensez que ces deux arrestations pourraient faire bouger les choses? Alors, bon, d'abord, c'est des arrestations euh, qui sont peu médiatisées. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, un écho pour Picard, Picard, peut-être un peu de Voix du Nord et l'Oise Hebdo, puisque Pierre Robert était basé à Beauvais, où il avait une société, il me semble, dans l'événementiel, enfin. Euh, alors d'abord, on dit que c'est un cousin éloigné de Brigitte Macron. Alors là, je vais rentrer dans de la brigitologie hardcore. Mais en fait, c'est pas simple, c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le neveu de Henri Quinault. Et Henri Quinault, c'est un très très proche des Trogneux. C'est-à-dire que c'est à la fois un parent, certes cousin éloigné au cinquième degré si on veut, mais parce qu'on pourrait dire parce que moi, si je vous dis votre cousin au cinquième degré était dans une affaire de pédocriminalité, en général, votre cousin au cinquième degré, au maximum, vous l'avez vu à un enterrement quand vous étiez gamine. Mais moi, je ne suis pas responsable, je ne le connais même pas. Enfin, citez-moi le nom d'un de vos cousins au cinquième degré. Bon. Donc ça, c'est ce que rétorquerait le journaliste mainstream à votre question. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le neveu. Par contre, ce qui est établi, c'est que c'est le neveu d'Henri Quinault
et que Henri Quinault a été secrétaire du Rotary quand Jean Trogneux en était le président. Donc c'était un très proche de Jean Trogneux. Donc c'est vraiment un très proche des Trogneux. Et moi, dans le cadre de mon enquête, j'ai récupéré dans les archives tous les faire-part de décès, puisqu'en fait, je préfère ça que les états civils, les faire-part de naissance et les faire-part de décès, puisque les faire-part de naissance ou de décès donnent la filiation. Alors que pour les états civils, on est obligé d'attendre 75 ans pour avoir la filiation. Donc en fait, le meilleur moyen d'avoir la filiation, c'est les faire-part de naissance et de décès, et non les états civils, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc, j'ai beaucoup regardé dans les archives les faire-part de naissance, c'est-à-dire recouper le décès à l'INSEE. Je vais sur le site de l'INSEE, je prends le décès et je recoupe dans la presse quotidienne régionale le décès pour récupérer le faire-part. Et systématiquement, vous avez les familles Trogneux, Charlier, Osière, Couineau. Voilà, sur tous les faire-part. Donc en fait, lui, Pierre Robert, c'est le neveu d'Henri Couineau, et Henri Couineau est sans doute l'individu le plus proche du père de Brigitte. Et selon certains, Pierre Robert se vantait d'ailleurs d'être lui-même, d'être le cousin de Brigitte. Donc en fait, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Une filiation directe. faut être vraiment précis. Faut être vraiment précis dans ce qu'on dit. C'est-à-dire que oui, c'est un cousin au Raison. cinquième degré, mais c'est peut-être plus que ça, en vérité, de part, effectivement, un lien. Mais bon, là, il faut vraiment avoir étudié la famille, ce qui est quand même assez pénible, hein. Je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça. Voilà, donc Rien ça, à cette ça. affaire-là, on va voir si elle s'est étouffée. Bon, cela dit, cela dit, dès lors qu'on touche au pouvoir, les affaires de pédophilie sont très vite étouffées. D'abord, elle est pas très médiatisée. Elle a été médiatisée sur X parce que les gens ont remarqué que c'était le cousin de Brigitte Trogneux et enfin, c'était un cousin des Trogneux. Et elle a été médiatisée, un écho dans l'Oise Hebdo, un écho dans Courrier Picard, un écho dans La Voix du Nord. L'affaire Pierre Robert, elle n'existe pas médiatiquement, d'abord. Ensuite, quand on regarde d'autres affaires, on va prendre des comparaisons. C'est-à-dire que vous prenez par exemple l'affaire de Yves Boutier, il me semble, qui s'appelait, je me trompe peut-être sur le prénom. L'affaire Boutier, qui était un assureur en Seine-Saint-Denis, qui se retrouve pris dans une affaire de pédocriminalité puisqu'il avait recours à des faveurs sexuelles avec des gamines qui venaient soit du Maroc, soit de Roumanie, des gamines de 14 ans. Or, des gamines l'avaient fait chanter en obtenant des pièces, c'est-à-dire des enregistrements audio ou vidéo. Et donc ce type-là était coincé en fait, c'est-à-dire qu'il savait qu'il allait tomber. Et à ce moment-là, donc l'affaire à ce moment-là est couverte. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que pour récupérer les bandes, l'objet du chantage, c'est-à-dire les bandes audio et vidéo, c'est à David de Rothschild. Donc là, on voit dans l'affaire Boutier, qui est une affaire de pédocriminalité, je dirais à la fois classique mais périphérique vis-à-vis des réseaux de pouvoir, que c'est le garde du corps de David de Rothschild qui intervient pour aller menacer les gamines et récupérer le matériel du chantage. Et à ce moment-là, l'affaire Boutier, elle disparaît des radars. On n'entend plus jamais parler. Oui, et c'est ça qu'il faut voir. Donc l'affaire Pierre Robert, elle fait partie de ces affaires-là, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit sur l'affaire Pierre Robert, à part si les enquêteurs découvrent qu'il y a eu des échanges euh, de fichiers avec sa cousine. Mais bon, visiblement, on n'est pas là. Et sachant que tout ça peut, enfin, je veux dire, il y a quand même des dispositifs. Le pouvoir, ça sert précisément à contrôler l'information. Je veux dire, c'est l'affaire du fils de Marc Ladreit de la Charrière, l'affaire Jérémy Ladreit de la Charrière, qui est comment on appelle ça, qui apparaît en filigrane de l'opération Macron, avec effectivement tout ce qui va tourner autour de Michel Marchand, l'affaire Fillon, puisque Marc Ladreit de la Charrière est un très proche de Fillon, euh, est également un poche d'Olivier Duhamel. Donc en fait, c'est tous ces réseaux-là, et c'est toute cette ambiance, tout ce renseignement d'ambiance qu'on voit se dessiner derrière l'opération Macron, dans lequel la pédocriminalité apparaît
comme une sorte, je dirais, c'est l'huile dans le moteur. On pourrait presque dire que la pédocriminalité de réseau devient l'huile dans le moteur des démocraties libérales avancées et qui sont en train justement de s'effondrer face à l'international réactionnaire, avec effectivement tous les autres sont des dictateurs, sauf Emmanuel Macron, qui est le phare du monde libre, comme nous l'explique maintenant Bernard-Henri Lévy sur LCI ou Klaus Schwab, qui nous explique qu'il est celui qui nous mène vers le monde d'après. Donc voilà, donc aussi, à quel moment tout ça, tout ce système de mensonges va-t-il craquer? Quel sera l'élément déclenchant? C'est les questions qu'il faut se poser, ça sert à rien de trépigner. Il faut analyser les événements tels qu'ils sont et ne pas perdre espoir, puisque le risque le plus important, il me semble, aujourd'hui, surtout en France, c'est ce sentiment que tout est insoluble et que ce désespoir qui s'est emparé des Français, alors que tout va plutôt pas mal ailleurs, quoi. Il faut garder espoir tout en étant effectivement raisonnable et comprendre que de toute façon, ce régime, il a phagocyté le régime républicain pour l'autodétruire, pour recréer quelque chose. Et d'ailleurs, il dit, c'est compliqué de construire quand on n'a pas encore tout détruit. Donc c'est une centrifugeuse de destruction qui s'est abattue sur la France et sur le peuple français. C'est très violent. Moi, je n'ai pas de mérite. Hein. Je vis pas sur le territoire national et je ne vais pas sur le territoire national. Donc là-dessus, parce que ça m'est reproché, mais je le dis vraiment, il est évident que j'aurais été sur le territoire national, je n'aurais pas pu faire cette enquête puisque la liberté d'informer n'existe pas en France. C'est très clair. Moi, je suis installé en Italie et c'est depuis l'Italie que j'ai pu faire cette enquête. Et sinon, je n'aurais pas pu la faire, tout simplement. Eh bien, nous allons gentiment clore cette interview sur votre propos de dénoncer finalement l'ombre et l'obscurité pour y replacer de la lumière et de la vérité et par là même de la joie et de la confiance. Quel plus beau message qu'en ce jour de Pâques qui, à l'image de la résurrection du Christ célébrée aujourd'hui, est un symbole d'espoir et de triomphe sur les ténèbres. Et votre enquête, cher Xavier, vise justement, précisément, à faire jaillir la vérité des profondeurs du mensonge. Et comme la pierre roulée du tombeau, les obstacles se dressent aussi, vous nous en avez longuement parlé, pression, manipulation, silence, menace. Et pourtant, comme vous, j'ai la ferme conviction que la vérité finit toujours par surgir, inattendue mais éclatante, remettant en lumière les faits dissimulés. Qu'est-ce que de votre âme souhaitez-vous laisser ici-bas sur la terre? En fait, j'avais pas d'autre ambition que de faire mon travail, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, le fait qu'on ait essayé d'entraver, justement, je pense que ce qui m'a vraiment motivé, c'est qu'on ait tout fait pour essayer de m'empêcher de faire mon travail. Les Français sont un peuple, c'est-à-dire que c'est les tribus gauloises. C'est-à-dire que c'est les tribus gauloises qui s'affrontent. C'est le village gaulois où tout le monde se bat. C'est la bagarre générale. C'est-à-dire que la France est un pays divisé. Et on peut reconnaître ce mérite à Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait l'unité des Français. Et il l'a fait contre lui, mais il l'a fait malgré tout. Et c'est pour ça que bah, voilà, ça c'est un message d'espoir, c'est-à-dire qu'il a déjà détruit l'ancien régime, il a déjà fait l'unité des Français, maintenant il n'y a plus qu'à le sortir et on peut s'attendre effectivement à une renaissance française, ce qui fait que le peuple français est reconnu partout dans le monde pour sa vaillance. C'est typiquement l'exemple des Gilets jaunes. Eh bien, ça existe. Cette énergie, elle est là. Et cette énergie, aujourd'hui, on tente de l'étouffer. Et il suffit de débloquer. Il faut réunir les conditions pour débloquer et créer les conditions d'une Renaissance française. Voilà, moi, je dis pas que ça va venir de ça. Je fais à mon petit niveau. Comme je dis, simplement, j'ai essayé de faire mon travail. Et si ça peut contribuer, bah, j'en serais ravi Merci et Xavier, honoré. merci, merci infiniment. Merci Isabelle. Plein succès pour Joyeuse Pâques. l'enquête. Joyeuse Pâques à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.